Le peuple congolais en pâtisse, même les activistes des mouvements citoyens, nous sommes tous dans la même galère. Tous nous sommes dans la même galère. La crise économique, tous, ça frappe tout le monde, sauf les Juifs. Là d'ailleurs, le saut des moutons frappe même le président de la République parce qu'il risque même d'être bloqué. Parce que les gens qui l'ont employé, qui l'ont mis en confiance pour organiser ça, sont en train de lui tromper. Le tas de lieux des enseignants, des études sérieuses, risque de faire de la gratuité de la justice, de la gratuité de l'enseignement des bases, de la gratuité de la justice. On parle, on est en train de s'orienter sur ça, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Vous regardez Clara Akoni Télévision, mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de nous suivre, partout où vous vous retrouvez, c'est cette chaîne qui vous permet d'avoir toutes les informations qui prévoient ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il sera question d'évaluer l'an 1 de l'alternance politique au sommet de l'État ici en République démocratique du Congo. Quelles sont les retombées, quels sont les points positifs et les points négatifs par rapport à cette alternance que beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais ont accueilli, que beaucoup de Congolais ont apprécié. Mais maintenant, après une année, nous allons étudier, nous allons analyser les biens fondés de cette alternance. Mais pour mieux analyser cela, nous avons fait appel à un monsieur, c'est un Congolais, c'est un citoyen congolais d'abord, mais il est juriste de formation, il est défenseur judiciaire, il est aussi membre des mouvements citoyens, mais aussi analyste sociopolitique. Il s'agit là de Maître Axel Katolo. C'est avec lui que nous allons analyser cette thématique. Maître, bonjour. Bonjour Gaspard, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va, on tient le coup par assez dur. Oui, on est en République démocratique du Congo. Cette thématique vous va quand même? Oui, on est tous concernés. Ça nous va de discuter parfois de notre pays parce que, dit-on, si vous ne vous intéressez pas de la politique active, elle s'intéressera à vous. Toutes les décisions politiques sont prises pour s'appliquer aux citoyens. En tant que citoyen, on doit s'intéresser à ça. Vous êtes juriste de formation, cela veut dire que vous êtes une élite congolaise. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, on n'a jamais connu l'alternance, sinon c'est au 24 janvier 2019 que nous avons vécu la première alternance au sommet de l'État. Comment avez-vous accueilli cette alternance? Si je ne peux pas emprunter d'autres termes ici, mais je crois que le plaisir est variable de part et d'autre. Personnellement, j'ai observé la vie en Afrique en général, et puis en République démocratique du Congo, depuis le temps passé jusqu'à cette date-là où il y a eu une alternance au sommet de l'État. Je me suis dit quand même que c'était un coup de pouce très significatif. Un coup de pouce positif pour dire que depuis la nuit des temps, là, c'est sur le plan historique. Sur le plan historique, depuis la nuit des temps, l'organisation des élections en Afrique était amère à boire. C'était très compliqué. La période post-électorale, c'était juste une période de conflit armé entre les protagonistes, les candidats aux élections. Mais à un certain moment, nous avons atteint un niveau de contestation. En fait, les contentieux électoraux est inhérent à toute organisation électorale. Ça, on ne peut pas nier. En fait, en droit, si nous analysons bien, c'est que à toute situation juridique, ce qu'on analyse à la suite, c'est les litiges qui pénètrent de cette situation. C'est ce qui est très important. Même aux États-Unis, même partout ailleurs, il y a toujours un contentieux après l'organisation des élections. Ça, on ne peut pas refuser. Mais le contentieux puisse vous amener à un conflit armé post-électoral. C'est ce qui a détruit l'Afrique depuis les années 60, où il y a eu une instabilité après le vent des indépendances animé ici en Afrique. Vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. En 2003, il y a eu des massacres après la période électorale. Les Congos n'en parlent même pas, les Congo-Brazzaville. Donc en fait, partout, presque en Afrique, après les élections, il y a eu des moments sombres. Au Centrafrique aussi. Au centre, d'ailleurs, le cas typique de Centrafrique où Jean-Pierre Bemba même a été impliqué, il y avait eu beaucoup de choses. Alors pour éviter de vivre ça, les Africains sont arrivés quand même à organiser des choses
tant soit peu acceptable pour éviter les bêtes. Ça, on doit se dire, c'est une avancée significative, on doit applaudir. C'est très important. D'où, si pour moi, il faut qualifier cette alternance, je dirais, c'est une alternance pacifique, mais pas démocratique. C'est son caractère pacifique qui me plaît. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci. On nous a évité un bain de sang. Okay. On a évité aux Congolais de revivre 2011, de revivre 2006. Oui. Après les élections, tous on était coincés chez nous à la maison, il y avait des zombies qui tombaient par-ci par-là. Et on a des Congolais qui ont perdu des vies. Les vies humaines ont été entachées dans ce sens-là. Mais le 24 janvier 2019, nous n'avons pas vécu une pareille chose. Il y a eu une passation, je dis bien pacifique, mais du moins, le caractère pacifique n'est pas synonyme du caractère démocratique. Pour qu'une élection ou une alternance soit démocratique, ben, écoutez, il faut que le processus électoral lui-même soit démocratique. Mais comment ça? C'est-à-dire donc, il faut que l'alternance là soit l'issue, n'est-ce pas, ou la conséquence logique d'une élection démocratique, transparente, apaisée et démocratique. Où la volonté du peuple est vraiment exprimée, respectée. Donc c'est ce que les autres ont qualifié de la vérité de l'exil. Je ne fais pas l'apologie ici du combat des uns ou des autres, je ne suis pas politicien, mais du moins une élection démocratique, apaisée, transparente, donc liée à une alternance démocratique aussi. Et cette alternance démocratique aura comme conséquence une alternance pacifique. Mais dis-moi, vous saluez quand même cette alternance. Nous saluons l'alternance pacifique au sommet de l'État, surtout sur le plan historique, sécuritaire. C'est la première fois que nous puissions vivre pareille chose au Congo. C'est quand même très acceptable, c'est quelque chose à féliciter, c'est quelque chose à saluer. Maître Axel, il faut se dire aussi qu'avant ces élections de 2018, de décembre 2018, avant cette alternance-là que nous avons vécue en 2019, c'est-à-dire le 24 janvier, il faut se dire que plusieurs Congolais aussi ont perdu de leur vie. Ils ont perdu. Bien entendu. Oui. Bien entendu, nous avons des gens très chers que nous avons perdus pendant la période préélectorale. Et ça, jusqu'aujourd'hui, nous en partissons. Nous sommes au mois de février. Bientôt, c'est le 25. Si là, vous faites allusion à la mort de Rossi, effectivement, c'est à peine que nous venons même de célébrer l'an 2 de Thérèse Kapangala. Et maintenant, là, c'est Rossi. Vous voyez qu'à tout moment, ce sont des histoires pareilles qui nous reviennent. Ça nous rappelle beaucoup d'histoires. Ces gens-là, ces héros qui ont perdu de leur vie. Bien entendu, c'est comme ça qu'on peut être fier de cette alternance pacifique pour dire que c'est notre œuvre. Ce sont des Congolais. C'est le sang du Congolais. C'est le sang du Congolais qui a été versé. Ce sont des Congolais qui ont pris le courage. Les uns d'ailleurs sont allés au sacrifice suprême de leur vie, de se sacrifier pour éviter que le bain de sang soit généralisé. Imaginez si Rossi n'était pas mort. Imaginez si Thérèse Kapangala n'était pas mort. Imaginez si on n'avait pas fait les prisons. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas ici calmement. On aurait dû être dans des bains en train d'enterrer des gens. Vous voyez ça? C'est parce que les gens se sont sacrifiés. Une minorité était dans la rue, ils se sont sacrifiés. On a évité un bain de sang généralisé aujourd'hui. On a évité le pire. Alors, maître, nous allons un peu avancer. Aujourd'hui, une année, c'est vrai que là où il y a les humains, tout n'est pas parfait. Il y a toujours des imperfections, il y a toujours des choses, des bonnes choses, mais aussi il y a des mauvaises choses. Et si vous étiez demandé de faire un petit bilan, c'est vrai que le mandat d'un chef d'État, le mandat d'un gouvernement, c'est un mandat de 5 ans. Mais si vous étiez demandé de faire un petit bilan pendant cette année d'alternance, quel pourcentage ou quelle est votre manière d'aborder ces bilans? D'accord, je m'irais terminer un peu mon idée sur l'alternance pacifique, très rapidement avant de faire le bilan, comme vous me l'avez demandé. Mais l'alternance pacifique ou démocratique soit-elle n'est pas synonyme de l'exonération des crimes. Vous voyez ça? Ce n'est pas lorsqu'il y a une passation pacifique au pouvoir. Je vous donne un cas très typique, très rapidement. Récemment, dans un pays africain, je crois que ce n'est pas la Guinée, le Ghana, il y a eu une organisation des élections où le président sortant, qui avait tout le pouvoir, a perdu les élections. Et c'est un opposant qui a gagné. Et il a soutenu son opposant. Vous voyez, là, les choses ont été organisées de manière démocratique. Et c'est ça aussi à féliciter. Le Congo, certes, a donné le temps, mais il y a des pays africains, je crois bien, si je ne m'abuse pas, les Ghana ou la Guinée, qui a perfectionné un peu les pas. Et on doit avancer comme ça. Vous voyez ça? Et puis, dans la nuit des temps, pourquoi en Afrique,
il y a des organisations électorales. Je parle d'organisation électorale, je parle des centrales électorales. Pourquoi en France ça n'existait pas? Pourquoi aux États-Unis ça n'existait pas? Dans les pays démocratiques, c'est le ministère de l'Intérieur qui a l'apanage d'organiser les scrutins, les élections. Chez nous, en Afrique, on n'a pas fait confiance au régime en place. Parce qu'ils nous ont démontré de toutes les couleurs, raison pour laquelle on a décidé de créer des institutions indépendantes, capables, on a vu d'ailleurs des institutions indépendantes démocratiques. Les dépendances là, il faut aussi toujours creuser aussi, il faut creuser à l'intérieur parce que le pouvoir en place et le régime en place continuent à torpiller cette indépendance-là. C'est ça notre combat, c'est ça la volonté de mieux faire. Mais si je reviens sur la question du bilan, écoutez mon frère, pour faire un bilan, il y a des préalables à faire. Il faut d'abord voir quels sont les objectifs qui ont été assignés pour atteindre. Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour atteindre ces objectifs-là? Et à la fin de se dire, est-ce qu'on a atteint ça ou pas? Et il faut circonscrire, n'est-ce pas, le bilan en temps et en espace. Ce n'est pas qu'on va faire le bilan de Félix Tshisekedi pendant pour une année d'alternance de manière vague-vague. Non, il faut dire le point précis. On fait le bilan par rapport à ça. Alors, sur la situation socio-politique, sur la situation sécuritaire concret, oui. Sur le plan politique, par exemple. Sur le plan politique, par exemple. Et puis, il y a plusieurs domaines là-dessus. Il y a eu alternance depuis le 24 janvier 2019, je m'excuse un peu, parce que c'est toujours les sujets qui me viennent encore en tête. Sur le plan politique, certainement, le bilan est très mitigé. Mitigé comment? Mitigé allant dans un sens de domination négative. Certes, c'est pour la première fois que nous vivons la situation sociopolitique actuelle au sommet de l'État, où un président de la République, c'est même pas pour la première fois, on a connu des pareils cas vers les années 60 avec Joseph Kasavubu et les autres, mais aujourd'hui le contexte est un peu changé. Vous voyez, le contexte est un peu changé, où nous avons un président qui n'a pas une majorité au Parlement, n'est-ce pas? Et c'est l'ancien régime qui conserve la majorité parlementaire au niveau de province, machin. Et que les deux ont décidé de se mettre ensemble, de créer une politique commune, une vision commune de gestion du pays et présenter ça au peuple. Ça, c'est aussi une très bonne chose. C'est la capacité des leaders de dégager leurs égos, de se mettre ensemble, de travailler pour le peuple. Si tel était le cas, on accepterait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il est à constater que les deux ne se sont pas mis ensemble pour travailler pour nous. Ils se sont mis ensemble pour des intérêts partisans, pour des intérêts égoïstes. Le premier cas typique, c'est juste pour la sortie du gouvernement. Je me souviens, vous m'avez reçu dans votre plateau. Oui. À l'époque, le gouvernement venait dans une chaîne de la place et le gouvernement ne sortait même pas. Et je me souviens, je venais à peine que le gouvernement sortait, on a salué la sortie de ce gouvernement. Mais ça nous a pris combien de temps pour que le gouvernement sorte? Ce n'était pas parce que l'intérêt du peuple était discuté là. Pour discuter, retarder la sortie. C'était juste le quota politique, comment partager les gâteaux, la répartition des ministères. Les gens disaient, si on met 43 ministères, nous on ne va pas se retrouver. Écoutez, il faut faire récompenser tous les amis, machin. Et on nous sort un gouvernement éléphantesque, un gouvernement tellement costaud, où il y a même des ministres qui n'ont pas de fonction. Vous prenez par exemple le ministre pris la présidence de la République. Le gars l'a fait moi. C'est ça la question que nous devons poser. Au moment où le président de la République, au moment où le président de la République a un directeur de cabinet, vous avez un ministre pris la présidence de la République. Et d'ailleurs, c'est le directeur de cabinet que l'on voit plus plutôt que le ministre. Et puis ce n'est même pas le rôle aussi du directeur de cabinet. Mais tout ça, c'est ça le problème. Les gens veulent se retrouver et ils ne mettent pas le peuple à l'avant-plan. C'est ce qui fait que la machine soit bloquée. Je me souviens, mon professeur Omer Matongo, c'est lui qui m'encadre, il m'a dit à l'époque, Maître Arsène, retenez aujourd'hui, les gouvernements qui sortent, la configuration politique de notre pays, c'est un monstre à deux têtes. Le monstre à deux têtes, une tête doit survivre, l'autre doit mourir. Mais on ne sait pas dans les cas d'espèce, entre Kabila et Félix, qui doit survivre et qui doit mourir. Donc sur le plan politique, le bilan est... Alors la mort dont vous évoquez, c'est la mort politique. Je parle bien de la mort politique, c'est-à-dire que l'un d'eux doit être écarté
oublié de la scène politique congolaise. Ok. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas une volonté de faire. Bon, on peut trouver une très bonne volonté dans le chef de Félix Tshisekedi qui a amené un nouveau vent. Mais il est bloqué, il ne sait pas comment avancer parce que l'ancien régime qui a échoué pendant 18 ans veut faire également des régimes de Félix Tshisekedi un échec pour se faire un argument de dire vous nous avez accusé de tous les maux, voici celui que vous avez voté. Vous voyez tout ça? Alors concrètement, sur le plan politique, sur le plan politique, le bilan est négatif. Il est négatif alors, pour une simple raison. oui. Nous avons vécu un spectacle. Quelqu'un avait ri lorsque j'ai dit spectacle spectaculaire en disant que, écoutez, c'est la redondance, c'est une figure de style. Nous avons vécu un spectacle très amer entre la coalition FCCH. Les gens se battaient entre eux. C'est leurs intérêts égoïstes qui nous vendaient à la télé. Et pendant une année, on a passé une année comme ça. On a distrait le peuple congolais comme ça, sans aucune action concrète, où les débats n'étaient que Kacha dit ceci, FCC a répliqué, Kacha dit ceci, Kabila convoque les sénateurs, Kabila convoque les ministres, Kabila convoque le ressortissant des FCC, les députés, à Kinakati pendant que le chef de l'État. Non, on a vécu un spectacle nauséabond et sur le plan politique, ça n'a rien produit d'une avancée significative pour le pays. Alors peut-on dire que cette coalition dont vous venez d'évoquer ici a des répercussions négatives sur le plan social? Néfaste sur le plan social. Surtout sur le plan social. Surtout sur le plan social. Il est clair aujourd'hui. Mon frère, tu sais, avant que nous fassions d'autres choses, on doit être quand même capable aussi d'analyser d'abord le niveau de notre population. Depuis la nuit des temps, le peuple congolais a été meurtri. On a fait habituer le peuple congolais à la misère, à l'analphabétisme, pour dire qu'il doit être maintenu dans cette situation afin qu'un groupe de gens puisse régner. Et une telle population, lorsqu'il vous lui apportez des messages, c'est reçu ou réceptionné de plusieurs manières. Chacun a une façon de comprendre. Donc le niveau n'est pas aussi très élevé. Mais nous évitons parfois de compliquer le peuple avec des termes rocambolesques, des termes très élancés, des termes très scientifiques. La situation, elle est claire à voir. La situation est claire. Le dollar ne fait que prendre de l'ascenseur. Le taux prendre de l'ascenseur. Les denrées alimentaires dans les marchés, on n'en parle même pas. C'est une situation chaotique au pays. J'ai discuté la fois dernière avec quelqu'un qui est à Londres qui me dit, mais vous arrivez à vivre pour moi au Congo. Je lui ai dit, nous on vit déjà notre enfer. Donc c'est-à-dire que le jour de notre mort, Dieu ne va plus nous punir à aller en enfer. Parce qu'on vit déjà un enfer ici, un enfer. D'autant plus que nos politiques, n'est-ce pas, ont adopté un comportement de faire souffrir le peuple. Mais moi je ne condamne pas, mais je condamne nous. Pourquoi je me condamne? Je me condamne pour une simple raison. Si Kabila, si Tshisekedi, si Vital Kamerhe et consorts ont un pareil comportement, ça dépend de notre attitude de les revoir. Si nous on est inerte, on est complice de ce qu'ils font, ils font comme s'ils font bien. Mais si on est, ils continuent à le faire. Ils continuent à le faire. Mais si le peuple congolais se prend en charge pour dire que c'est nous les patrons, c'est nous les citoyens, c'est nous les maîtres de ces pays, et nous mettons une ligne de conduite imposable à tous, vous verrez tous ces mots-là. Maître, quand vous parlez de quoi? De la pression, quand vous parlez de l'attitude des citoyens, moi je me pose la question. D'ailleurs, je causais dernièrement avec mon frère qui est aux États-Unis, Rodrigue Mafoueni, et même papa Augustin Haïm au niveau de la Suisse. Il me disait, où sont tous ces mouvements citoyens qu'on a connus à l'époque du régime de Joseph Kabila? Parce qu'il y a eu la naissance de plusieurs mouvements citoyens qu'on a cités ici en démocratique. C'est comme si actuellement les mouvements citoyens sont inertes et qui va faire encore la pression au régime actuel? Non, les mouvements citoyens ne sont pas inertes. Peut-être vous êtes mal informé si je peux dire. Oui, les mouvements citoyens ne sont pas inertes, les mouvements citoyens continuent à exister. Mais on ne peut pas contextualiser l'existence des mouvements citoyens par rapport à un régime. Non, les mouvements citoyens ont commencé, en fait, si pas les mouvements citoyens, mais l'engagement citoyen qui a donné naissance au terme mouvement citoyen a commencé depuis la nuit des temps. Depuis 1960, nous avons eu des engagements citoyens dans notre pays. Et ça a évolué, que ce soit en Afrique ou au Congo. Mais à une certaine époque, il y a eu un vent
des jeunes qui se sont mis d'accord, peu importe nos couleurs politiques, de dire qu'on a un seul bien commun, c'est le Congo, et on peut abandonner nos logos, avancer pour dire que les choses doivent changer. Et ça coïncidait que c'était à l'époque de M. Kabila que ce vent-là a tellement soufflé. Vous voyez, ça commençait vers les années 2012 avec l'une des grandes organisations dans ce sens-là, qu'on appelle le mouvement citoyen Lucha, la lutte pour le changement, vers nos frères de Goma, et puis ça a évolué, et puis là où moi je suis encore plus heureux, c'est que aujourd'hui beaucoup de jeunes ont pris cette conscience de dire qu'il faut faire la prolifération positive de ces mouvements citoyens, et ça contamine également d'autres personnes. À l'époque, si vous passez sur les avenues, vous trouvez association de jeunes safaristes, association de jeunes swag, association de jeunes. Vous voyez que ces vents-là, des associations de jeunes pour aller faire des pique-niques, machin, ça n'existe presque plus. Les jeunes ont quand même pris conscience de se dire non, ben écoutez, si XY milite pour que moi je trouve de l'emploi, pour que je vis bien, pour que mon père soit bien payé. Et moi je suis là pour dire qu'il faut cotiser l'argent pour aller dans une pique-nique. Écoutez, j'abandonne cette fois, je dois suivre mes amis, je dois suivre mes frères. Ça c'est un point positif. C'est pour dire que petit à petit la population commence à prendre la conscience à travers également l'apport, la contribution de mouvements citoyens. Mais aujourd'hui, est-ce que la situation sociale a évolué quand même? Mais nous continuons à nous battre. Nous continuons à nous battre pour que cette situation s'améliore. Le contexte a changé. C'est là où moi je dis que Kabila c'est un grand malin. Kabila c'est un stratège. Et pour combattre un stratège, il faut avoir également des stratèges de votre côté. Développer beaucoup de stratégies. Le contexte a changé. Nous ne sommes plus dans un cas où Kabila régnait à maître absolu, où Kabila était le seul maître à bord et personne ne pouvait le contester dans sa famille politique. Vous voyez ça? Bon, aujourd'hui, vous avez le Kabahati qui dit que non, moi aussi je dois être candidat, c'est l'expression. Mais tout ce qui a amené cet esprit, mais ce sont les mouvements citoyens. Pour dire que, étant que citoyen, tu dois t'exprimer. La liberté d'expression ne pas empêcher de dire à Gaspard qui avait écouté, demain aussi moi je dois présenter l'émission. Ce n'est pas que Gaspard dit que je suis éternellement là, présentateur. Non, c'est la liberté de tout et chacun. Mais que ça se fasse dans le respect des règles de jeu politique, c'est très important. C'est le vent là qui a poussé des gens comme le Bahati Lukwebo pour se dire aussi que je peux m'émanciper de Joseph Kabila. Ce n'est pas une fatalité que Bahati quitte Kabila et puis il devient ennemi. Alors maître, dans le mouvement citoyen. Là, je vous fais voir d'abord l'apport positif des mouvements citoyens dans la vie sociale des citoyens. Alors aujourd'hui, la situation a changé. Est-ce que la situation sociale a changé aussi? La situation sociale, je vous ai donné un cas de bilan. Vous m'avez posé la question sur le bilan, n'est-ce pas? De savoir quel est le bilan de l'un de Félix Tshisekedi au pouvoir. Je vous ai dit il faut appréhender ça dans plusieurs angles, politique, social, économique, sécuritaire. Sur le plan politique, on a dit que c'est un bilan négatif et vous m'avez parlé de la conséquence sur le plan social. C'est également quelque chose d'intenable. Mais tout ça, tous les peuples congolais en pâtissent, même les activistes des mouvements citoyens, nous sommes tous dans la même galère. Tous nous sommes dans la même galère. La crise économique. Tout ça frappe tout le monde, sauf le JC. Les embouteillages. Là d'ailleurs, le saut des moutons frappe même le président de la République parce qu'il lui arrive même d'être bloqué. Parce que les gens qui l'ont employé, qui l'ont mis la confiance pour organiser ça, sont en train de lui tromper. Raison pour laquelle, elle et nous, sur ces cas-là, nous sommes dans la galère. Mais dans d'autres cas, la sécurité sur le tendu de la République a un problème très sérieux, et plus particulièrement dans la région de Beni où les massacres continuent. Je félicite ceux qui encouragent nos FARDC à faire bien le travail, c'est très important, mais il faut aussi arriver à épingler les problèmes qui traversent nos militaires FARDC. Ils sont infiltrés, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des détournements au sein de l'armée, il y a des denrées alimentaires qui n'arrivent pas à nos militaires, ils souffrent, et des gens pareils, vous les mettez au front, vous les sacrifiez fois deux. Sécuritaire, il y a également des faits qu'on peut analyser ici et à la fin on dira par rapport à ces faits, par rapport aux objectifs assignés, par rapport aux moyens mis en place, est-ce qu'on a atteint ça? Est-ce que le bilan est positif ou non? Vous vous souvenez, M. Félix, le président Félix Tshisekedi nous a promis que l'état-major sera délogé à Beni. Vous comprenez? C'était pour persuader, faire un caractère dissuasif à l'ennemi. Mais est-ce que l'état-major a été déplacé?
question mark. Mais sinon, il y a plusieurs officiers de l'armée qui sont maintenant avec, bien que l'état-major. Mais la plupart sont rappelés à Kinshasa, si vous n'êtes pas informé. Il y a eu beaucoup. Il y a eu, on m'a cité les noms. Les nombres militaires. Savez-vous aujourd'hui on a multiplié les nombres par 2. Mais le problème est que il y a un nombre élevé de militaires dans cette région. Mais pourquoi les ADF continuent? Pourquoi ils continuent à opérer? Pourquoi les tueries continuent? Nous, on a besoin que notre armée fasse son travail. Et nous sommes derrière notre armée. Parce que nous sommes des citoyens. Et aussi sont des citoyens. Mais des citoyens spéciaux. Des citoyens qui ont abandonné toutes les charges. Des citoyens qui se sont sacrifiés entre moi et toi pour dire que mes frères, moi je te laisse en liberté, je pars te surveiller. Et envers ces citoyens, on doit avoir la gratitude la plus absolue. Vous voyez, on doit les traiter dignement. On doit les chérir. Parce que ce sont des gens très importants. Moi et toi, peut-être on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'ils font. Donc nous devons les mettre dans toutes les conditions possibles pour qu'ils fassent bien leur travail. Mais c'est ce qui n'arrive pas. Hier, j'ai été informé que les ADF commencent déjà à arriver vers Bunia. Vous voyez ça? Et pendant ce temps, il y a des non-généraux qui sont rappelés à Kinshasa. Mais des généraux, parce qu'ils travaillent bien. Mais j'ai vous dit, on a des informations sûres que nos généraux sont ramenés ici à Kinshasa parce qu'ils font de très bonnes choses. Évoluons sur le plan social, maître. Attendez, je vous donne les faits. Sur le plan social, aujourd'hui, nous sommes en pleine grève de juges. Il y a la grève des médecins, la grève des enseignants, des professeurs d'université. Il y a des grèves partout. Et ça, ce sont des indicateurs de la mauvaise situation sociale. Est-ce que le bilan sur le plan social est positif? Gaspard, un jour, je me souviens encore, moi je suis là aussi pour vous rappeler, vous m'avez reçu aussi dans un plateau où on a parlé sur la gratuité de l'enseignement. On a fait des analyses là-dessus, je vous ai dit, on m'a appris en première année des graduats, que la justice elle était gratuite. Mais lorsque je suis devenu auxiliaire de la justice, je constatais que la justice n'a jamais été gratuite à notre époque. Alors, cela m'a fait... Vous voyez, et des riches. Et des riches. Et cela m'a poussé, lorsqu'on parlait de la gratuité de l'enseignement, de dire il faut faire attention. Une mauvaise prise en charge au départ, au préalable, un manque de tas de lieux des enseignants, des études sérieuses, risque de faire de la gratuité de la justice, de la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la justice. On parle, on est en train de sorguer sur ça, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Sur le plan social, certes, il y a une conséquence sur ça. Mais parfois, moi, j'appelle à la conscience collective. Je parle, par exemple, pour le professeur de l'INEKI. J'étais aussi en train de discuter avec l'un d'eux, avec qui on a partagé beaucoup de points de vue communs. On s'est dit ceci, mais pour revendiquer quelque chose, vous êtes des universitaires, c'est vous qui nous enseignez. Mais le budget a été voté sous votre yeux, non? Sous vos yeux. Oui. Vous étiez là lorsqu'on élaborait le budget. Vos collègues professeurs, la plupart sont des politiciens, sont des députés nationaux. Quelle est l'enveloppe du budget qui est alloué à l'enseignement? Mais pendant qu'on le faisait, vous étiez où pour déclencher des grèves, pour que vous soyez pris en charge dans le nouveau budget. Mais lorsque vous ne le faites pas, le budget est voté. Non, c'est un problème de conscience collective. Conscience collective pose un problème. Le budget est voté, tout est calé, les dépenses sont claires. Il faut chercher les recettes pour ça et vous venez à l'après déclarer que non, il faut améliorer la situation des enseignants. Il n'y a pas que les enseignants, il y a les juges, il y a c'est comme ça que l'État, même les médecins, l'État a un canal de dépenses. Vous voyez ça? D'où, étant que scientifique, nous devons traiter les questions sérieusement. Pour l'instant, s'il faut améliorer la situation X ou Y de X ou Y personne, ou d'un syndicat, ou d'une profession quelconque, mais tout est fonction du budget qui doit être voté. C'est pendant l'examen de ce budget-là qu'on doit prendre les désidératés de X, Y, le mettre à l'intérieur et voir si l'État est capable de réaliser tout ça. Et moi, je reste convaincu que notre État est capable de réaliser ça. Et ça pose un problème. Vous avez les médecins qui sont allés à la grève, vous avez les magistrats. Aujourd'hui, beaucoup de dossiers sont bloqués, il n'y a pas des audiences. Nous partons, nous chômons. Vous voyez tout ça. Et qui sont
qui compatissent à ça, ce sont des paisibles citoyens qui ont des problèmes devant les cours et tribunaux et ça prend des années élastiques, les gens se découragent, il n'y a pas d'argent, rien n'est sur qui et tout est bloqué. Alors, tout ça, les responsabilités sont partagées. Oui. Les responsabilités sont partagées, d'autant plus que nous avons des enseignants, professeurs, qui se lancent dans la politique en abandonnant la science. Maître, donc nous pouvons dire concrètement que jusque-là, le slogan le peuple d'abord n'a pas encore son vrai sens ici en République démocratique du Congo. S'il faut étaler tout ce que nous venons de dire par rapport à la situation socio-économique. J'aimerais un jour rencontrer quelqu'un de l'UDPS. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christian Loum en prison. L'actuel vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, avec qui j'ai partagé un séjour un peu coloré à la prison d'Eizinger de l'année. J'ai rencontré peut-être Bélécha et les autres. Mais je n'ai pas eu cette occasion de demander à l'un d'eux de me dire c'est quoi le peuple d'abord. Vous voyez ça? Okay. Je me demande moi-même c'est quoi les slogans peuple d'abord. Même vous aussi vous le comprenez. Jusque-là. Donc je pense que nous aurons prochainement sur notre plateau ici, nous aurons quelqu'un de l'UDPS qui nous explique c'est quoi le peuple d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si ce sont les autorités d'abord. Bien entendu. Si il nous donne vraiment une explication claire sur le slogan peuple d'abord, ben, je pourrais me permettre d'émettre des points de vue. Mais jusque-là, je ne vois rien du peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est Kounoua, Koudia, Mvouatabien. C'est le peuple qui a Azosengamini. Et moi je sais, c'est Félix Oazekwa qui nous a parlé d'un peuple d'abord. Peuple Azosengamini. Peuple Azosengamini, Kolata, Komela, Kozwa santé, Basso de santé à Malam, tout ça. Kodama ya Malam, ce n'est pas ce que nous voyons pour l'instant. Il y a des gens qui peuvent avoir. Non, il peut y avoir des gens qui ont la situation elle est claire. La situation comme ça, situation en lototo lali ou loti qui est comme ils ont fait. Tout le monde a besoin de n'importe quoi. Il faut tout le monde. Mboka ils ont qui est na kokufa. Quand on a l'intention de comme ça boka, nous tout le monde a un apanage. Biso tout aux un souci que mboka qui est des bosso. Biso tout. Mais il ne faut pas tout tirer la main. Il faut tous en action. C'est comme ça que les activistes, les citoyens congolais ont été dans la rue pour dire à Kabila, c'est fini, tu peux partir. Et ça s'est produit, Kabila est parti. De la même manière aussi que nous devons être là pour dire que cette situation doit cesser. La situation change concrètement. La situation change concrètement. Parce que la coalition qui nous dit c'est cadre pour les changements. Donc il faut que nous ayons mais rien ne s'améliore, tout se détériore jusque-là. Et ça, tout le monde est capable de les constater et de les voir. Alors, et on doit les dire. On doit les dire, on ne va pas se cacher parce qu'on est quelqu'un de l'UDPS, parce que j'ai un ami qui s'appelle Christian Loum, ça il est proche du président Félix Tshisekedi. Je dois faire allégeance parce que mon ami peut me donner $100. Non, les citoyens ne peuvent pas vivre sur base de l'argent. Voilà. Donc si les ressources naturelles sont partagées équitablement, tous les citoyens, on n'aura pas tous ces problèmes ici. Nous allons évoluer, maître. Mes questions pour moi, les saluer un peu quelques personnes qui nous sont vraiment très très importantes aussi. C'est votre droit. Ah oui, donc nous sommes là, nous saluons déjà Papa Augustin Aïmba en direct de la Suisse. Nous saluons Papa Nestor Nganga avec les flats Nganès. Là, nous vous saluons en direct de la France. Nous saluons Maman Clara Akoni à Hong Kong. Nambora Chiche, Maman Clara Akoni. Nous saluons celui que nous appelons Benglo Kabengele. Benglo Kabengele. Na Maman Naomi Mbelo Kabengele. Nous saluons celle que nous appelons Maman Rosette Moussoungaï. Il y a Papa Lucien Moussoungaï. Donc voilà, nous continuons avec notre mission. Nous poursuivons vraiment, en tout cas, dans beauté. Ici, nous ne parlons que de notre pays, de notre société, parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Alors, maître, nous allons vraiment, parce qu'on le fait déjà signe, la régie que petit à petit, nous sommes en train de chuter dans notre
émission, il faut se dire quand même qu'il y a des petites améliorations sur le plan de la justice. Par exemple, le président de la République a procédé à la nouvelle nomination de hauts magistrats, par exemple. Et puis, il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui interpellées. Nous prenons l'exemple de Kalev Mutondo, selon son vrai nom, c'est Kalev Mutondo, comme on l'appelle. Kalev Mutondo, par exemple, des personnes comme ça, on ne pouvait pas s'imaginer un jour qu'elle pouvait être interpellée, mais aujourd'hui, nous voyons que la justice fait quand même son travail. Et vous avez appelé aussi ici la situation de ceux qui ont géré le programme de 100 jours des chefs de l'État, par exemple. Il y a certaines personnes, il y a certains industriels qui sont quand même interpellés. Donc c'est pour dire que sur le plan de la justice, il y a quand même certaines améliorations. Ne vous casse pas, au moins ceux qui ont besoin de bâtir des mots par exemple, ok. Imagine un quartier où tout le monde a volonté, il y a le beau comme vous voyez, ce sont des pas significatifs. Lorsque nous constatons de pareils actes posés, il faut pousser le bon sens en avant. Donc, le paquet, côté justice quand même. Oui. Nous-mêmes sur le plan social, moi, il y a une bonne idée où ce qui est il faut utiliser pour exemple, et d'où il faut lui dire aussi la vérité en face. Donc, le président de la République, Azana pour se flatter au Kabila Kabila Dioté, Akenda. Mais il y a un sous pas Félix. Il faut présenter, il y a beaucoup de bateau vivre au dépens, il y a la ninga. Il n'est là que pour flatter, il n'est là que pour vivre comme les corbeaux et les renards. Et ça m'a dit, moi, on a toujours besoin de poser les bateaux, marqué ou anaté. Tout ça, on a posé les bateaux, on a vu ce qui est, mon conduit, vous savez, et ça m'a dit. Même si ils ont la vérité, la vérité blesse, mais du moins vous avez sauvé les chefs. Ce n'est pas les genres de personnes qui sont là autour du chef pour lui tromper, lui mentir, lui chanter des dialogues. Ça, on n'a plus le temps. Alors, vous croyez que un jour. Il faut que Tindika. Ancien chef, il y a un air, par exemple. Vous croyez que un jour, vous allez interpeller. Le jour, na Yobaki le Cambouana et Belé Baraki non informé. Mais Nazali qu'on dit matin, Naïmo. Kalev Mutondo, ne fût-ce que quelqu'un a interpellé, même pas l'arrêter, juste quelqu'un interpellation et à Pamba, je n'étais pas sûr de ça. Quelqu'un m'a fait une des sources très discrètes, m'a fait un message pour me dire, ah maître, je vois que ton type ici venait. J'ai publié un document, en fait une publication sur Facebook et Twitter, j'ai dit Sic Semper Tyrannos. En fait, c'est une citation latine, que j'ai eu ça dans l'hymne de Maryland, dont il y a quelqu'un qui a assassiné le président Abraham Lincoln, qui s'appelle Bouffe, qui a parlé après l'assassinat du président américain Abraham Lincoln, Sic Semper Tyrannos. Ainsi en est-il toujours pour les tyrans. C'est-à-dire, c'est ça le sort des gens comme lui. Des tyrans, des dictateurs, des méchants. Ils en finissent toujours comme ça. Mais étant que nous sommes dans un état de droit, il faut que la nous ne devons pas, soit respectée. Nous ne pouvons pas être des sentimentalistes, des émotionnels. C'est parce que X m'avait giflé, on l'a arrêté, on doit le faire de manière vague et vague. Non. Mais nous avons l'état des droits aujourd'hui. Prenez l'état des droits veut dire aussi respecter les droits des gens comme Kalev. Prenez l'état des droits, c'est aussi respecter les droits des gens comme Kabila. N'est-ce pas? C'est aussi respecter les droits, parce que ce sont des citoyens qui bénéficient de la présomption d'innocence. Mais dis-moi, ils ont commis des faits qui ont été portés à la connaissance du public. Et ils doivent en répondre. Peu importe au nom de la coalition, raison pour laquelle au début j'ai dit que l'alternance pacifique ou démocratique soit-elle n'est pas synonyme de l'exonération des crimes économiques. D'où des pareilles personnes doivent répondre à la justice. Alors lorsque on a interpellé quelqu'un comme Kalev, pourtant, j'ai dit ceci. Le plus grand soulagement d'une victime d'une infraction, c'est de voir son bourreau passer des menottes. Vous voyez, c'est le plus grand soulagement. Parce que vous pouvez donner à quelqu'un des millions de dollars parce qu'il a été torturé par qui que ce soit, ça ne soulagera jamais sa peine si c'est de voir son bourreau répondre de ces actes-là devant la justice. Maître, nous sommes en train de chuter vraiment dans notre émission de ces jours. Alors, j'aimerais que vous puissiez évaluer le 14e anniversaire de la promulgation de notre constitution actuelle. Y
a-t-il des points positifs? Y a-t-il des cas de violation de la Constitution? Parce que c'est le 18 février 2006 que la Constitution a été promulguée. Et aujourd'hui, après 14 ans, comment évaluez-vous cette Constitution? La loi, il y a une loi portant sur la protection de l'enfant, parce que j'ai travaillé sur le domaine de l'enfant avec l'UNICEF. Lorsque j'étais encore étudiant en deuxième année de licence, j'avais obtenu une bourse, je parlais sur l'enfant. Une disposition, je crois c'est l'article 95 de la loi pour la protection de l'enfant de 2009, qui dispose que les enfants âgés de moins de 14 ans bénéficient de la présomption irréfragable de responsabilité pénale. Donc c'est-à-dire déjà qu'au-delà de 14 ans, vous voyez, c'est un enfant qui commence à avoir la conscience et la maturité. Et si on veut transposer cette application en termes de notre Constitution, on dira que notre Constitution a atteint un niveau où elle devait vraiment, en principe, être le socle de la vie sociale, de la vie politique de tous les citoyens, qui nous en référons. Mais du moins, c'est tout à fait une culture. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel la culture constitutionnelle. Et cette culture doit être boostée par un organe. C'est comme ça que, à côté de la Constitution, il y a un juge, qu'on appelle juge constitutionnel. C'est lui qui booste, c'est lui qui vous donne les principes. Parce que la Constitution en soi établit des principes généraux de la vie des citoyens. Mais la Constitution ne prévoit pas tout, raison pour laquelle il y a toujours des situations connexes qui viennent s'ajouter. Et c'est les juges constitutionnels qui donnent cette beauté-là, vous voyez. Mais du moins, on a eu un juge constitutionnel qui est venu en retard depuis son institutionnalisation. La Cour constitutionnelle a été effective que vers 2013. Mais depuis 2006 jusqu'à 2013, on a connu une Cour constitutionnelle, c'est également une lanterne. Et ce juge-là n'a pas beaucoup produit en termes de la culture constitutionnelle pour permettre à tous les citoyens de s'habituer à la culture constitutionnelle, à la culture de la Constitution. D'où même un bilan n'a pas été fait par la Cour constitutionnelle pour nous dire quels sont les articles de la Constitution qui ont été plus appliqués et quels sont les articles qui ont été moins appliqués. Tout ça doit être connu par la population, c'est très important. Nous avons des articles de notre Constitution qui ont souffert d'une application jusqu'à aujourd'hui. Il y a même des articles qu'on n'a pas touchés. Il y a aussi des articles qui ont été appliqués mais en violation de la procédure. Alors, c'est ce qui fait que les gens ne sont pas aussi beaucoup plus imprégnés à ça. D'où on parle de la violation de la Constitution, de la violation de la Constitution. Or, il y a aussi des points positifs que nous ne pouvons pas. Par exemple, si nous avons l'enseignement, par exemple, c'est une disposition de la Constitution qui est aujourd'hui mise en application. Ne me ramenez pas sur ça, on a déjà discuté de point de vue sur la quantité de l'enseignement. Alors, les points positifs, par exemple, nous constatons la constance de notre Constitution, sa rigidité. Vous voyez, malgré les vents et marées, elle est restée là. Merci beaucoup, maître. C'est très important. C'est parmi les caractéristiques très avancées en droit constitutionnel. Vous êtes juriste, je suis rassuré qu'un jour nous aurons le temps, si Dieu nous prête encore vie, de parler concrètement de la Constitution et de son application ici en République démocratique. Et en passant, il faut aussi saluer les pères fondateurs, les gens qui ont donné de leur temps aussi, tout le peuple congolais, qui a voté, adopté cette constitution dans le référendum de 2005. C'était très important. Merci. Très important. Merci beaucoup. Donc, nous saluons toute la population congolaise. Nous saluons l'ex-président de la République, lui qui a promulgué aussi cette constitution. Donc là, c'est l'âge que vous. Mais aussi, nous saluons l'actuel président. De certaines dispositions de cette constitution-là, par exemple, la gratuité de l'enseignement, ce n'est qu'une opinion personnelle, mais maître, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. S'il faut que les gens retiennent quelque chose de l'alternance pacifique, tel que vous l'appelez, du bilan de l'an 1, et puis des perspectives, parce que 2020 est déclaré année d'élection, s'il faudrait conseiller au chef de l'État ou aux structures de l'État, quels sont les points que vous pensez qui doivent être prioritaires comme année d'élection, par rapport à l'année d'élection plutôt? Par rapport à cette année d'élection, comme l'a prôné le président de la République, je vais regarder ma caméra pour lancer un message et aux autorités et à la population. Aux autorités, c'est le sérieux dans ce que vous faites. Tous nous sommes copropriétaires de ces pays. Il est très habile, très acceptable que nous tous nous mettons au travail pour ça.
lorsque quelqu'un a enfin la loi, la situation doit évoluer et tous nous devons connaître. Aujourd'hui, je suis inquiet pour savoir quelle est la situation qui a été réservée au docteur Oli Ilunga, qui a été interpellé par la justice suite au dossier de la gestion des fonds d'Ebola. Vous voyez tout ça, c'est perdu dans la nature. Et ça inquiète plus la population pour dire qu'il n'y a que des enquêtes, en enquête, rien ne change. Nous voulons avoir ou voir des situations concrètes, c'est de dire que cette procédure est avancée, soit la justice a innocenté X ou la justice a condamné Y. Et ça, porter à la connaissance du public, ce serait une très bonne chose. À la population congolaise, et tant que citoyen aussi, je ne suis pas politicien, j'appelle la population, nous tous, à demeurer vigilants, à demeurer debout. On n'a que le Congo comme pays, on n'a que le Congo comme patrimoine. Si nous ne le défendons pas, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. C'était ça le message que je voulais faire passer à tout le monde. Merci beaucoup, Maître Axel Katolo. Je rappelle à nos téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre à travers le monde, aux États-Unis, en Suisse, en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, même ici en République démocratique du Congo, partout en Afrique, en Angola, même au Congo-Brazza. Nous rappelons que vous êtes juriste de formation et puis analyste socio-politique de la République démocratique du Congo. À vous tous qui avez aimé cette émission, en tout cas, il était question d'évaluer, l'an 1 de l'alternance pacifique au sommet de l'État en République démocratique du Congo. C'est retombé, ses points positifs et ses points négatifs. Vous allez suivre cette émission, vous qui n'avez pas eu l'occasion, c'est sur Internet, vous allez suivre ça concrètement et vous allez vous faire l'idée par rapport aux interventions de notre invité. Nous saluons Maman Clara Akoni. En tout cas, merci Maman pour ce beau travail que vous faites. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre, Papa Augustin Ayinga en Suisse, Papa Nestor Mbanga en France, mon frère, notre frère Benlo Kabengele, Maman Naomi Mbelou, et puis Maman Rosette Moussoungaï, Papa Lucien Moussoungaï, Maman Merveille Diakim Monto, partout vous allez nous suivre. Il y a Rodrigue Mafouine en direct des États-Unis. En tout cas, vous tous qui avez aimé cette émission, il faut seulement dire merci à Lucien Moussoungaï qui a travaillé au four et au moulin pour que cette émission vous parvienne. C'est vraiment son œuvre à lui et nous sommes de simples serviteurs de la population congolaise. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous osons croire que ce n'est pas pour la dernière fois. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité salutaire que vous m'avez offerte de parler à la population congolaise. Merci beaucoup, maître. Suivez toujours Clara Akoni Télévision.